Bonjour, rebonjour. Est-ce que Vladimir Poutine nous teste ? Ça en a tout l'air, en tout cas, puisque ce qui s'est passé cette nuit est une première, c'est-à-dire que des drones russes ont été descendus par la DCA polonaise, c'est-à-dire les armes anti-aériennes polonaises. Des dispositifs de l'OTAN ont même été utilisés pour défendre l'espace aérien polonais. Voilà, on est à la limite. On est à la limite du déclenchement de peut-être autre chose. C'est ce sur quoi nous allons nous interroger. Avant tout, écoutons le Premier ministre polonais, Donald Tusk. Cette nuit, l'espace aérien polonais a été violé par un grand nombre de drones russes. Les drones qui représentaient une menace directe ont été abattus. Alors, Grégory Phillips nous a rejoint, chef du service international d'LCI. Plusieurs questions. La première, c'est est-ce que le Premier ministre polonais va avoir recours aux articles idoines de l'organisation du traité Atlantique Nord et auquel cas, que se passerait-il ? Alors, dans ce cas-là, ce que peut faire la Pologne, dans un premier temps en tout cas, c'est de déclencher l'article 4 de l'OTAN, qui stipule que quand il y a violation de l'intégrité territoriale de l'un des pays de l'Alliance, eh bien, les pays de l'Alliance se réunissent pour ensemble réfléchir à une réponse. On est plutôt là-dessus pour l'instant. À ce stade, au moment où je vous parle, Varsovie n'a pas encore déclenché l'article 4, mais c'est ce qui peut se profiler au vu des nombreuses réactions et de nombreuses condamnations qu'on a vues depuis ce matin. On a lu qu'ils y réfléchissaient. Ils y réfléchissent. C'est ça. L'autre article, c'est l'article 5, c'est une réponse militaire à une agression militaire. On n'en est évidemment pas là pour l'instant. Alors attention, je ne minimise pas ce qui s'est passé cette nuit. Ce qui s'est passé cette nuit est grave, mais ça n'implique pas, évidemment, le déclenchement de l'article 5 et une réponse militaire des pays de l'Alliance pour l'instant. Les Russes se sont-ils exprimés depuis ce matin ? J'ai pas vu de réaction des Russes. En revanche, condamnation extrêmement ferme des Européens. Ursula von der Leyen était à Strasbourg ce matin pour un discours sur l'état de l'Union. Elle a évidemment condamné très fermement ce qui s'est passé. Emmanuel Macron, la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, et puis on a entendu Donald Tusk à l'instant. Non mais Grégory, ils se sont perdus les drones ou bien il y a une volonté des Russes de nous tester ? Alors, est-ce qu'on peut croire à un accident ? Non. Bon, voilà. C'est pas un accident. Vous avez une dizaine de drones qui survolent le territoire ukrainien en direction de la Russie. Vous savez, de la Pologne, pardon. Xavier Titelman, qui est un des meilleurs consultants aéronautiques, le disait très clairement. C'est pas un accident. Il est arrivé pendant le conflit que parfois un drone survole un peu le territoire polonais, fasse demi-tour, etc. Là, vous avez une dizaine d'engins lancés vers la Pologne. Donc clairement, ce n'est pas un accident. C'est délibéré, c'est une provocation de la part de Moscou. Après, il faut mesurer jusqu'à quel point Moscou veut aller loin dans la provocation. Est-ce qu'on en reste là, puis c'est un signal, comme tous les signaux qu'on reçoit quasiment chaque jour, nous, pays occidentaux, pays de l'Alliance, sur les ingérences, la guerre hybride, les survols de la Baltique, les incidents aériens quand un avion russe s'approche un peu trop d'un de nos drones. Ces incidents, ils sont quasiment quotidiens. Ça, c'est un de plus. Est-ce qu'il y a des cibles sur le territoire polonais qui pourraient être intéressantes pour Vladimir Poutine ? Il y a des bases. En fait, ces drones, ils ont survolé des bases qui sont des bases qui, justement, sont appelées à apporter des renforts ou même de la formation aux Ukrainiens. Oui. Donc, c'est pas quelque chose qui se passe dans un champ complètement isolé, à côté d'une petite église et trois personnages qui se promènent en faisant leurs courses. Non, il y a effectivement des bases de soutien. C'est ce que les Russes ne veulent absolument pas. Après, il y a un fond historique qu'on a rappelé la dernière fois, mais qui est toujours pareil. Je citais Dimitri Peskov, qui est le vrai mage du Kremlin, qui vit maintenant à Londres. Il considère, le pouvoir aujourd'hui en Russie, considère que la Russie n'a pas de frontières et que l'Ukraine n'existe pas. C'est-à-dire que c'est ça la nouvelle doxa. C'est pas la doxa du Poutine qui arrivait en 2000. Aujourd'hui, en 2025, l'Ukraine n'existe pas. Ce pouvoir est illégal. Il l'a répété 25 fois. Et les Russes n'ont pas de frontières. Donc on est dans cette logique-là. Alors on titille, mais ça peut aller quand même beaucoup plus loin à un moment ou à un autre, car la Pologne n'est pas la seule cible. Les pays baltes, etc., etc. Juste une précision, Dominique, qui jouait sa parole.
À l'instant, Varsovie demande à l'OTAN d'activer l'article 4 dont on parlait à l'instant. Voilà. Donc ça vient de tomber. Voilà. L'article 4, on le rappelle. Attendez, il faut qu'on rappelle à nos amis. Consultation. Alors, c'est ça. Ça déclenche la nécessité pour les pays membres de l'OTAN de se réunir pour réfléchir à une éventuelle réponse. C'est bien ça, Grégory ? Voilà, exactement. Dominique, allez-y. Pour moi, ça montre assez clairement que Vladimir Poutine dit à Donald Trump « Je ne crois pas une seconde à tes menaces de sanctions, de rétorsion, voire de sanctions. » Il nous montre... Alors, il faudrait récapituler, Grégory, l'ensemble des étapes du dialogue entre Moscou et Washington ces dernières semaines. Mais manifestement, il n'y a pas de crainte de Vladimir Poutine, de rétorsion de la part de Donald Trump. Même pas peur. Même pas peur. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Christian. Oui, je partage le point de vue de Dominique, mais ce qui me surprend, c'est qu'on fait encore l'analyse de ça, mais on le sait depuis le début. Ça n'a aucun sens. L'affaire jusqu'à présent, même cette rencontre, qui normalement, rappelez-vous, devait se faire... s'est faite après qu'il y ait eu cet ultimatum dont on n'a jamais vu à quoi il servait de Trump contre Poutine. Les 50 jours, là. Voilà. Oui. Et que cet ultimatum aboutisse à une espèce de reconnaissance, en gros, de l'existence et des demandes de Poutine comme presque normales par Trump. Pourquoi s'étonner de tout ça depuis le début Et Guillaume le rappelait, Poutine a dit ce qu'il voulait faire et il le fait et il continue et il continuera tant qu'il n'aura pas été arrêté sur le terrain, parce qu'on en est là. C'est que la réponse, contrairement à ce qu'on imagine, c'est l'ancien soldat qui parle, c'est la réponse du plus fort. C'est pas la réponse de l'intelligent qui va dire il y a un calcul, parce que sinon il n'aurait même pas attaqué. Je rappelle qu'en août 2021, son discours disait exactement ce qui vient d'être dit. L'Ukraine fait partie de la Russie, déjà. Donc on est dans la logique de Poutine, pas dans la nôtre. Je vous propose que nous regardions ensemble. Comparaison n'est pas raison. Mais c'est toujours intéressant de se plonger dans l'histoire avec un grand H. Même si comparaison n'est pas raison, nous nous autorisons ici à réfléchir ensemble. Qu'est-ce qu'il va nous montrer ? Regardez Guillaume. L'assassinat de François Ferdinand, du duc austro-hongrois. L'héritier du trône austro-hongrois. Nous sommes en 1914. Vous y allez carrément. Sarajevo. Mais non, mais j'ai conscience que l'histoire ne se répète jamais, mais enfin, elle nous aide aussi parfois à comprendre le monde dans lequel nous... À ce moment-là, vous pouvez faire l'historique des relations entre la Pologne et la Russie qui ont toujours été détestables. C'est un chapitre sans fin. Mais si vous voulez. Posons-nous la question, Guillaume. Est-ce que le phénomène d'engrenage, la grande différence, peut-il se répéter ? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible ? David, nous avons le souvenir de ça. 1914, du 3 août de juin. C'est en juin. Bon. Nous avons le souvenir, donc nous savons ce qui peut se passer, donc nous allons essayer quand même d'éviter ce type d'engrenage. Enfin, nous en avions déjà le souvenir en 1939, Dominique. Oui, c'est vrai. Bon, Marion, Guillaume, tout le monde. Et je parle sous le contrôle de Grégory Phillips, mais la Pologne sait aussi ce qui peut arriver depuis 3 ans, puisque aujourd'hui c'est une des premières armées en Europe, voire la première en nombre de soldats. Donc la Pologne a bien vu la menace et a essayé de se préparer, sachant que l'OTAN, ça pouvait aussi prendre du temps. C'est-à-dire que là, on n'est qu'au début d'une demande de consultation. Avec hier encore des propos assez alarmistes du nouveau président polonais qui dit clairement nous sommes l'une des cibles dans les prochaines années de la Russie. Enfin, l'Estonie a déjà tiré le signal d'alarme, la Finlande a tiré le signal d'alarme, les Polonais sont très conscients, et comment ne pas l'être quand vous voyez ce qui s'est passé cette nuit, que la menace elle est à ça de leur pays. Donc oui. Et soyons clairs, soyons précis. Là, ils ont tous été descendus, les drones. Oui. Bon. Et s'il y en a un qui n'est pas descendu et qui touche, en fait, qu'est-ce qui se passe là dans ce cas-là ? C'est ça l'incident dont vous parlez qui pourrait mettre complètement le feu aux poudres. Imaginez qu'un de ces drones tombe sur une base américaine. Par exemple. Imaginez qu'un de ces drones tombe sur un entrepôt logistique à Réchaud, qui est le gros hub logistique avec toutes les armes qui partent vers l'Ukraine. C'est pas la même histoire. Dans ces cas-là, quelle est la réaction ? La réaction après les consultations. Non, mais attends, est-ce que dans le cas de figure qu'évoque Grégory Phillips, on fait semblant, on fait comme si non, c'était pas un drone russe. Pourquoi je vous pose la question ? En fait, la question c'est est-ce que l'engrenage, on évoquait 1914, est-ce que l'engrenage est possible dans un monde nucléaire ? Là, sur les drones dont on parle, et encore une fois, je m'en réfère à mon maître Xavier Titelman, c'était des drones Shahed armés
Donc on n'est pas dans le symbole, c'est des armes de guerre qui peuvent tomber en territoire polonais et faire les dégâts qu'on vient de citer. Effectivement, si ça tombait... Alors l'engrenage, est-ce qu'il est possible dans un monde où comment on répond Mais déjà, comment on prévient? C'est-à-dire que vous avez effectivement les F-16 polonais qui sont intervenus et qui ont écarté la menace. Donc déjà, on est à ce stade-là. Pour éviter l'engrenage, il faut faire en sorte que quand la menace arrive, on arrive à l'écarter. Mais Poutine a déjà intégré toutes ces questions et il connaît parfaitement le fonctionnement de l'Union européenne, y compris administratif. Et donc, lui, c'est la force, c'est lui qui la demande et qui la commande, donc ça peut aller très vite, tandis que l'Union européenne, c'est la raison et c'est la discussion. Donc, c'est déjà 2 temporalités et 2 efficacités différentes. Donc, il a aussi intégré depuis des années comment fonctionne l'Union européenne et le temps qu'on prendra pour réagir. Il considère qu'on est faible, quoi. Oui. C'est ça, clairement. C'est ça, Guillaume? Non, mais clairement, oui, effectivement, à partir du moment où il y a une sorte de neutralité dont avouent les Américains, ils considèrent que les Européens n'arriveront jamais à se mettre d'accord, que parmi les Européens, il y en a qui font quelque chose qu'à la seule condition que les Américains fassent quelque chose. Alors après, les scénarios du pire, parce que c'est vous qui l'avez voulu, hein. Il faut se poser des questions. Avec la guerre du Qatar. Le scénario du pire, moi j'ai discuté avec un des patrons de l'état-major en France, le scénario du pire, par exemple, du nucléaire tactique. Imaginons, puisque vous avez parlé de François Ferdinand, je vais faire quelque chose d'un peu épouvantable et d'aller plus loin. Imaginons même que Poutine décide d'utiliser le nucléaire stratégique pour détruire Kiev et se débarrasser à la fois de la capitale et en même temps du pouvoir politique qui y est. On a vu qu'il y a quand même des drones qui sont tombés à côté de lui. À ce moment-là, du côté occidental, on connaît l'hypothèse de réponse. Je parle sous ton contrôle. C'est pas de répondre d'un point de vue nucléaire, c'est de répondre d'une manière coordonnée d'un point de vue tactique et de détruire immédiatement 4 ou 5 villes russes. Donc il y a des scénarios qui existent. Il attaque nucléaire, on répond conventionnel, mais on détruit énormément. Mais pour l'instant, si vous voulez, c'est une sorte d'équilibre de la terreur qui est en train de jouer et qui a joué dans plusieurs conflits internationaux dans les années précédentes. Évidemment, on se souvient de Cuba et d'ailleurs. Le grand problème, c'est celui que mettait sur la table Marion, c'est qu'on est quand même dans un contexte qui est un contexte, j'allais dire, de motivation divergente au sein de l'Union européenne. Et c'est quand même très, très important. Et si on ramène ça à ce que disait, parce que c'est aussi le contexte de cette matinée, à ce qui nous arrive en France, les manifs, on attend un truc. Et il y a quelque chose quand même qui ramène à la thèse que je défendais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de qualités, monsieur Le Cornu, mais il faut qu'il dure 2 ans dans un contexte où il va falloir qu'il lâche tout aux socialistes et un contexte international où on attaque Doha d'un côté, les Russes taquinent la frontière avec la Pologne de l'autre. Lui-même a été ministre de la Défense, il connaît ça par cœur. Il est d'ailleurs très crédible auprès des armées, etc. Ça me paraît très, très compliqué à gérer. Si on pouvait régler nos petites affaires politiciennes afin de pouvoir oui, mais ça consisterait. Mais oui, mais alors là maintenant, mettons les pieds dans. Je me tourne vers Dominique puisque c'est l'économiste. Mettons les pieds dans le plat. Quel est le seul moyen de gagner du terrain? C'est en gros de tout lâcher aux socialistes. Allez, c'est l'heure du journal.